Le virus de l'électronique, comme on dit assez régulièrement, est arrivé. J'étais encore très jeune, il faut le reconnaître. Dans les années de 6e, 5e, CM2, on était déjà des abonnés au démontage de tout ce qui était à la maison, tout ce qui était gadgets, électronique, petite radio et consorts. Donc, c'est quelque chose qui voit le jour déjà très tôt. J'ai souvenance que ma toute première lampe autonome a été produite en 4e. J'ai un bac à 4 espagnol. Quand j'arrive à l'université, je choisis de faire la section la plus scientifique. Et je fais la partie physique de la géographie. Quand je quitte l'université, je décide de rentrer à mes vieux amours. Par coïncidence heureuse, nous étions déjà à l'époque des ordinateurs. On était à l'époque d'Internet déjà aussi. Donc la recherche était devenue plus facile. Mais il fallait vraiment, pour être à la page, il fallait investir. Il fallait acheter des documents qui coûtaient assez cher. Je me souviens à l'époque, le moindre document d'électronique devait coûter dans les 37 000. Mon premier document m'a coûté 37 000. On s'est documenté, on s'est lancé. Majesté, je rencontre un camarade avec qui on touchait déjà aux petites choses au quartier. Il s'appelle David Monté, à qui je rends d'ailleurs hommage parce qu'il faut reconnaître que c'est lui qui me met vraiment le pied à l'étrier. Okay, il est installé et puis quand je le rencontre, au détour d'un chemin, dans les encablures de l'université, il me dit « Ok man, je suis en train d'ouvrir quelque chose à côté, pas très loin d'ici. On pourrait se mettre ensemble si tu veux. » Je dis, il n'y a pas de souci. On prend rendez-vous un mercredi comme ça, j'arrive, je trouve qu'il a déjà mis quelque chose sur pied. Voilà comment ensemble, là, on était une petite équipe. On faisait déjà de très très grandes choses. À l'époque, on faisait de très très grandes choses. 99, 2000, 2001, ça faisait quand même déjà 2 ans, parce que c'était à l'aube de 2002 qu'il s'envole pour l'Italie. Okay? Donc, on avait déjà fait une équipe. On avait déjà mis sur pied des choses qui fonctionnaient. Quand il me confie le reste, ça a juste continué, c'était juste une continuité ou peut-être une continuation. Déjà la fondamentale électronique, on était un peu l'exclusivité dans le secteur. Il y avait un marché, il y avait un sérieux marché. C'est juste le petit incident que j'ai eu avec le propriétaire de cet autre espace qui a fait que je passe 4 années dans le vide. C'était juste ça. Après moult péripéties, quelqu'un m'a tendu la main un matin, un cadet m'a dit, mais voilà, je ne voudrais pas que tu continues à rester dans cet environnement, tu as beaucoup plus de potentiel que ça. Il y a un espace qui se libère tout près de moi, mais je ne sais pas trop si ça va marcher, parce que le papa qui est propriétaire veut beaucoup d'argent, il veut toute une année. Ce papa voulait 360 000 points, non? Voilà quelqu'un qui me trouve comme ça, de nulle part, 200 000. Et c'est comme ça que le lendemain, mon petit me présente au propriétaire des lieux. J'étais parti de la Fundamental Electronic and Business Corporation. Je cherchais un nouveau nom parce qu'il fallait vraiment tout faire nouveau. C'est comme ça que, sans que je m'appuie sur quoi que ce soit, le nom SoftBrain me vient. C'était un seul compartiment au départ, voilà. Aujourd'hui, ça fait 3 compartiments et nous aspirons à faire beaucoup plus grand. Nous voulons passer juste d'un espace de maintenance, d'un espace de maintenance tout simplement à un institut de formation. Notre rêve, c'est de créer un institut. Notre rêve, c'est de pouvoir former des Camerounais qui sont prêts, mais alors vraiment prêts. Ce n'est pas un couloir vraiment développé, c'est-à-dire chez nous, l'électronique grand public n'est pas un couloir vraiment développé justement parce qu'il y a un problème de formation. Ce n'est jamais parce qu'il n'y a pas du travail. Non, il y a du travail, mais il y a tellement de personnes qui s'essayent. Il y a tellement de personnes qui cherchent comme s'ils cherchaient dans une botte de foin. La méthodologie n'y est pas. La formation vraiment capacitive n'y est pas.
les gens ne s'arrêtent plus pour chercher. Alors que nous sommes dans un monde, nous sommes dans un domaine en pleine expansion. Nous sommes dans un domaine qui va très vite. Les choses changent rapidement. Alors il faut être up-to-date. Il faut faire des recherches tout le temps. Ma déception est un peu à ce niveau. Beaucoup de gens, même aujourd'hui, préfèrent ne pas réparer leurs appareils parce qu'ils sont déçus. Quand ils arrivent chez les praticiens, les résultats ne sont pas toujours ceux qui sont escomptés quand ils arrivent. On ne vous dit pas exactement quel est votre problème. On ne vous explique pas comment on va parvenir aux solutions. On t'a dit que le langage qu'on tient n'est pas un langage convaincant. Du coup, c'est décourageant. Alors moi, je crois, bien sûr que l'électronique grand public a de beaux jours, mais c'est un secteur qu'il va falloir épurer. C'est un secteur qu'il va falloir travailler davantage pour que vraiment ceux qui s'y trouvent soient vraiment ceux qui sont capables d'apporter au grand public, comme son nom l'indique, des solutions fiables et viables. Il ne faut vraiment pas mélanger les choses. On ne peut pas arrêter la recherche juste parce que dans un environnement comme Kennedy, les gens avec le b.a.-ba se font par exemple de l'argent. Nous voyons juste la partie visible de l'iceberg. Ces personnes à Kennedy, ces personnes qui ont le b.a.-ba, comme vous dites, et qui gagnent de l'argent, combien de téléphones détruisent-ils dans leur ignorance? Ça, c'est ce que vous ne savez pas. Ça, c'est ce que vous ne savez pas. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne à Kennedy, rentrez dans les méandres. Ils ont même déjà tissé un relationnel dans les mairies, dans les gendarmeries et les polices et les postes de police, quel que soit ce qu'il va vous causer comme dégâts, allez amenez-le là-bas. Quelque temps plus tard, vous allez le retrouver à Kennedy. Il faut y être, passer des heures ou des jours là-bas pour voir exactement ce qui se passe. Bien évidemment, le téléphone, par exemple, étant la chose la mieux consommée. Qu'est-ce qui se passe? Normal. Quelqu'un t'apporte un téléphone, la batterie est morte. Ok, monsieur, je peux vous acheter la batterie. Madame, je peux vous acheter la batterie. Il vous achète une batterie, il monte là, vous lui donnez 1000 francs de commission. Est-ce que nous pouvons développer un pays avec la débrouillardise, franchement? Est-ce que nous pouvons? Ce qu'ils gagnent leur permet de pouvoir dormir petitement quelque part, de pouvoir manger quelque chose, mais je ne pense pas franchement qu'un avenir peut se bâtir là-dessus. Prenons cet exemple. On va vous apporter un module ascenseur. Un gars de Kennedy, vous allez lui donner une semaine, il ne saura jamais que c'est un module ascenseur. Jamais. Quand bien même vous lui direz que c'est un module ascenseur, il ne pourra identifier aucun composant là-dessus. Alors leur niveau là-bas, c'est leur niveau. Il y a un autre niveau où ils ne peuvent pas arriver. Notre pays a du potentiel. Les électroniciens, les électro-informaticiens, les électrotechniciens ont beaucoup à faire dans ce pays, mais c'est les conditions d'émulation qui ne sont pas remplies. Vous tournez dans les couloirs, vous voyez en dessous des escaliers, des unités centrales et des écrans qu'on a, des copieurs qu'on a parqués. Vous demandez, mais attends, vous interpellez quelqu'un. Monsieur le directeur, comment ça se fait que ces trucs sont ici dans la poussière, alors que quand j'ouvre le truc, je vois que c'est des trucs tout neufs. Non, il ne faut pas parler de ça. Il ne faut pas parler de ça, non, on ne parle pas de ces choses-là. Alors quand vous arrivez dans un espace de maintenance, utilisez votre jugeote. Regardez tout autour de vous. Posez quelques questions qui sortent même du cadre de ce que vous êtes venu faire. Regardez même la capacité de la personne qui vous reçoit à être intégrante. Par exemple, c'est vrai, on dit que l'habit ne fait pas le moine. Mais c'est à travers l'habit qu'on reconnaît le moine. Ça, c'est clair. Si vous arrivez dans un espace de maintenance électronique avec, supposons, votre écran LED ou votre écran plasma, comme on dit vulgairement, vous avez un écran de 55 pouces. Vous regardez tout autour de vous. Vous ne voyez même pas un espace sur lequel on peut coucher votre écran. Vous espérez qu'on dépende de cet écran-là où? Par exemple, quand vous laissez votre écran à ce moment, on va même poser où? Ça, c'est des petits indices.
Vous arrivez dans un environnement où on ne peut pas vous donner un reçu en bonne et due forme. Ou bien on vous donne un reçu, mais vous sentez que sur les 3 lignes couchées sur le reçu, il y a 30 fautes. Par exemple, c'est des choses qui doivent attirer votre attention. Ce que moi je vais dire aux usagers, c'est que on ne peut pas mélanger tout le monde dans la même enseigne. Non, ce n'est pas possible. Ne mettez pas tous les gens dans la même enseigne. Il y a des gens qui ont investi des millions pour se former, des millions pour s'équiper, des millions pour s'installer. À tout seigneur, tout honneur. Il ne faut pas commettre des crimes de lèse-majesté. Non. Il y a des gens qui connaissent ce qu'ils font. Et il y a des gens qui font bien ce qu'ils ont à faire. C'est comme à l'hôpital. Imaginez vous arrivez quelque part. Tout ce qu'on fait, c'est de vous soutirer le maximum d'argent. On ne vous a même pas encore écouté. Mais on vous dit déjà, non. Non, on doit vous écouter. On doit vous éclairer sur votre problème. N'est-ce pas? Et ensuite, maintenant, les autres commodités arrivent. Les autres commodités de fonctionnement arrivent. Attention, ce n'est pas forcément l'argent à tout prix ou à tous les prix, non. Beaucoup de collaborateurs n'arrivent pas à dire à un usager que votre appareil en fin de vie, ne le réparez pas. Nous, on le dit. Vous arrivez, on le dit. Parfois, vous arrivez avec un module qui a des soucis. On évalue, c'est-à-dire qu'on pose une valeur sur ce module comparé à la dépense que vous allez faire. Je prends un exemple. Vous achetez un téléviseur 450 000, 600 000 francs. Vous arrivez, un incuvé, vous arrivez, son afficheur est cassé. On ne répare pas les afficheurs. OK? On les remplace. On ne vend pas ces afficheurs neufs. Donc le client doit déjà savoir que l'afficheur qu'on va monter sur son truc, s'il veut absolument que ça se répare, parce qu'il y a des gens qui ont une relation d'amour avec leurs appareils, qui vous disent, peu importe le prix, je veux réparer. Mais vous devez d'abord expliquer au client les tenants et les aboutissants. Le client vient vous voir parce qu'il a un problème. S'il avait la solution à son problème, il ne viendrait pas vous voir. Mais c'est à vous de lui dire ce que vous êtes en train de faire. Expliquez-lui, quitte à ce qu'il s'engage en connaissance de cause. Notre métier n'est pas obsolète. Il y a des choses qu'on ne répare pas. Vous ne pouvez pas acheter un petit transistor, ce qu'on appelle poste de radio, à 5 000 francs. Et vous arrivez, on vous dit qu'il faut payer 5 000 francs pour réparer. Ou même 3 500 francs. C'est impossible. C'est un peu absurde. Les gens sont parfois surpris quand nous leur demandons cet écran 32 pouces que vous avez est un écran hybride. Il coûte à peu près entre 71 000 et 75 000 aujourd'hui. Ça fait combien de temps que vous l'avez acheté? Quand la personne vous dit 3 ans, vous lui dites cet écran est en fin de vie. OK? À cet instant, si votre problème de backlight va vous coûter autour de 20 ou de 30 000, c'est déjà la moitié. Si vous croyez que vous disposez de l'autre moitié, achetez un autre écran. Mais si vous pensez que vous n'avez pas encore les moyens, redonnez une autre année de vie à votre téléviseur en dépensant tel montant. Ça veut dire quoi? Il faut expliquer complètement à l'usager de quoi ces choses-là retournent. J'ai reçu par exemple les gars de l'IAI en stage 3 ou 4 fois. Mon administration ne me donne aucun avantage. L'administration de l'école ne me donne aucun avantage. J'ai souvenance que cette institution, par exemple, a cessé de m'envoyer les élèves juste parce que j'avais fait 3 demandes. Je leur avais dit, faisons une plateforme win-win, c'est-à-dire gagnant-gagnant. IAI Software Corporation. Laissez-moi vous dire qu'il y a des gens qui ont ces stations, mais qui brûlent les câbles. Conscients de ce qu'il ne faut pas réparer pour réparer. On répare pour que ça dure. Nous développons donc des stratégies pour faire des réparations qui durent dans le temps. Comment? On s'arrange à avoir des partenaires dans la distribution des composants de rechange, les spare parts, comme on dit en anglais, de qualité. Nous avons en ligne, nous avons des lignes de commande, des partenaires en ligne qui nous fournissent le matériel de première qualité. Parce qu'il faut que je vous dise, il n'y a pas seulement matériel de qualité, 1, 2 ou 3. Vous pouvez acheter un matériel de 5e qualité. OK?
Nous, on s'arrange à éclairer l'usager, c'est-à-dire à expliquer l'usager son problème, à l'usager son problème, qu'il comprenne pourquoi son problème. Nous conseillons les usagers. Vous allez voir quelqu'un, ce n'est un secret pour personne. L'énergie dans notre pays est complètement, je ne vais pas dire, non seulement c'est insuffisant, mais ce n'est pas de bonne qualité. OK? Beaucoup de personnes ne connaissent pas qu'il faille utiliser un régulateur de tension. Et parlant de régulateur, mon cher Omeyo Mepa, nous sommes alors dans l'impasse. Vous allez voir sur le marché camerounais 10 régulateurs. Sur les 10 régulateurs, il y aura un seul. En fait, qu'est-ce qui se passe? Les fabricants de ces choses s'étant rendu compte qu'il n'y a pas de service contrôle qualité consommateur chez nous, envoient n'importe quoi. Si vous m'aviez posé cette question plus tôt, je vous aurais sorti par exemple un régulateur sur lequel on a mis une étiquette. Sur l'étiquette, il est mentionné ce produit n'est pas fait pour être vendu dans la zone Dubaï, Émirats Arabes Unis et consorts. C'est-à-dire, c'est mentionné dessus exclusivement pour l'exportation. Donc, on vous dit, vous êtes en train d'acheter quelque chose à utiliser. On vous dit, ce que vous achetez là, on ne vend pas ça ici. Allez, partez seulement avec. C'est mentionné. Ça circule partout dans notre pays. C'est partout dans notre pays. Donc, un régulateur de tension, parfois, il y a un assassin. Comme on dit souvent trivialement au quartier, le moins cher est cher. Rencontrez toujours un professionnel, que ce soit pour votre santé, que ce soit pour votre voiture, que ce soit pour votre maison, que ce soit pour la maintenance de votre appareil, rencontrez un professionnel. Même si vous voulez acheter un régulateur, rencontrez un professionnel. Je disais tantôt que le système de base du régulateur, c'est quoi? C'est un rapport d'entrée et de sortie. C'est-à-dire que la tension, le courant qui entre, rencontre un interfaceur qui doit transformer ça en courant et tension propre. Mais figurez-vous qu'il y a des régulateurs qui prennent 200 volts et vous sortez 250 volts de l'autre côté. Figurez-vous qu'il y a des régulateurs qui n'ont pas de temporisateur. C'est-à-dire, comme c'est entré là, voilà, c'est ça qui est sorti. Pourtant, le temporisateur, c'est quoi? C'est cet élément, okay, ce dispositif intégré qui permet au régulateur de recevoir la tension et le courant, de l'analyser sans rien débiter. Lorsqu'il se rend compte, okay, lorsque les circuits logiques se rendent compte que la tension et le courant sont corrects, alors les relais commutent pour laisser passer du 220 propre. Ça existe, juste que ça coûte un peu plus cher. Les gens courent après le moins cher. À titre d'exemple, je ne vais pas citer les marques ici. Figurez-vous qu'un régulateur bas de gamme de 2000 watts est à 24 000. Le même régulateur contrôlé par microprocesseur, j'ai bien dit, je ne donne pas de nom, est à 49 000 francs. Vous pensez que c'est deux choses identiques? Non. Non. De 3, vous allez trouver un régulateur où on va vous dire 2000 watts. Savez-vous qu'en réalité, il s'agit de 1200, 1300 watts? Ce n'est jamais 2000 watts. 2000 watts a sa puissance commerciale, mais il n'y a personne pour dire arrêtez ça. Il n'y a personne pour dire non, ça n'entre pas dans le marché camerounais. Tout le monde fabrique n'importe quoi, tout et n'importe quoi. D'abord, moi je ne vous cache pas, hein, dans 20 ans, 20-30 ans, nous serons une vaste poubelle électrique et électronique. Une vaste poubelle. La preuve, les téléviseurs comme Innova ou bien iSense aujourd'hui, dans la qualité, il faut que je vous dise, hein, ces téléviseurs, avec leur succès, ont des imitations de toutes parts aujourd'hui. De toutes parts. Et justement parce que notre marché n'est pas contrôlé. Personne ne vient se saisir de ça et de dire ça, c'est pas iSense. Ça, ce n'est pas Innova. Ça, ce n'est pas... Bien sûr. N'importe qui fabrique n'importe quoi et va fabriquer le nom Innova, il vient mettre là devant. Non. Ces téléviseurs, comme tu dis, ne sont pas forcément des téléviseurs bas de gamme. C'est des gens qui n'avaient pas encore de place sur le marché, qui viennent trouver ceux qui sont déjà installés. Il faut avoir de la place. Et pour avoir de la place, c'est quoi? C'est vendre un peu moins cher pour permettre aux gens de découvrir. La preuve, dès qu'ils ont déjà taillé leur part de marché, ils réévaluent leur prix. C'est clair. Ceux qui vont rester indéfiniment moins chers. On m'a montré un endroit là-bas en Vocada, où on met les marques sur le téléviseur en fonction de la demande sur le marché.
Donc, si on se rend compte que les gens sont en train de demander Sharp. Ok, on sort la marque Sharp dans le sachet. On passe la nuit à coller seulement. Sharp. On voit la tendance. Après, demain, on dit c'est LG. Ok, c'est de ça qu'il est question. Allez dans les espaces appropriés et tenez-vous tranquille. Les espaces appropriés vous donnent le minimum de garantie. Il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a des espaces là en ville qui vous donnent 2 ans de garantie. Si vous achetez votre appareil chez eux, le système de protection chez eux, et si vous avez la preuve de garantie, c'est-à-dire si vous signez un engagement, un certificat de garantie, il est répandu dans la mémoire collective. Il est répandu que le technicien est le directeur ou bien le président des malhonnêtes. Et quand on parle du technicien, on ne parle pas forcément de l'électronicien ou bien seulement, non. Tous les gens qui sont qualifiés de techniciens, les tailleurs, les maçons, les coiffeurs, tout ça, on dit qu'ils sont des malhonnêtes. Ok? Je ne donne pas complètement raison à ceux qui le disent et je ne leur donne pas complètement tort. Pour la simple raison que ceux qui le disent ont été victimes de quelque chose quelque part. La preuve, faites un peu un tour dans les commissariats et les services de police. Vous allez voir comment on les traite parce que et même le commissaire et l'enquêteur, tout le monde a déjà été victime des affres d'un technicien. Du coup, quand les gens arrivent, on a beau leur dire que le niveau de confiance se définit dans le vécu de la relation. Chacun arrive déjà avec sa peinture, avec son pinceau sur lequel il a mis la peinture noire. Et il a caché dans le dos, prêt à vous peindre en noir. Mais moi je dis, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Interrogez sur comment ça fonctionne dans l'environnement où vous arrivez. Et pour y arriver des fois, demandez tout autour de vous. Il y a ce qu'on appelle, on appelle le bouche à oreille. Quelqu'un va vous dire n'entrez pas là-bas. Quelqu'un va vous dire c'est bien, ça se fait bien là-bas. En fait, c'est un relationnel entre le client, entre le client et l'usager, entre le professionnel et l'usager. Déjà à SoftBrain, il y a l'accueil. Vous vous sentez en sécurité. Ah ok, c'est SoftBrain qui parle. Vous vous sentez en sécurité à l'accueil quand vous arrivez à SoftBrain. Déjà, l'environnement est accueillant et propre. Vous avez dû le constater. Ça, c'est d'un. De deux, une fois que votre contrat, quand vous arrivez, et que selon le tarifaire préférentiel qui vous est présenté pour les frais de diagnostic, lorsque il est avéré qu'il faille absolument passer par un diagnostic pour apporter une solution à votre problème. Parce que des fois, dans la communication, il y a des clients qui ont juste des problèmes de compréhension, des problèmes de manipulation. Ça, on ne va pas vous facturer ça, non. Non. Mais c'est une connaissance aussi. C'est une connaissance, mais il faut pouvoir mettre les gens en confiance. Vous arrivez chez nous, si vous avez un problème de compréhension de votre appareil, on vous le fait gratuitement, par exemple. Mais c'est des compétences. C'est des compétences. C'est délibérément que nous choisissons de ne pas facturer ces compétences. C'est délibérément. Maintenant, de 3, à SoftBrain, une fois que vous avez payé vos frais de diagnostic, par exemple, et que le diagnostic est produit, si nous tombons d'accord sur les frais de réparation, vous ne payez pas un radis jusqu'à ce que vous ayez la preuve que votre appareil a été réparé et bien réparé. Donc vous ne payez rien à l'avance, par exemple. Ça veut dire que tous les frais sont engagés par notre trésorerie. Alors il est hors de question qu'on vous fasse dépenser 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 pour une réparation de 2 jours. Et quand vous vous ramenez, quand vous revenez pour une revendication, qu'on vous dise non, mais on vous a dépanné, ça c'est une autre intervention. C'est pas comme ça que ça se passe. Si vous revenez avec le même problème, il va falloir embrayer sur votre garantie.